moi, je vais plus placer un peu les éléments conceptuels. Quoi est quoi n'est pas quoi, pour se rendre compte que c'est peut-être mêlant. Donc, il y a beaucoup de termes pour parler du phénomène. Donc, je vais vous les présenter également les conditions d'émergence, etc. Donc, j'ai mis le nom de Maud Lecomte également, qui fait son doctorat avec moi, donc qui a travaillé avec moi à produire le document et à faire la recension des écrits. Donc, moi, je place les éléments un peu plus théoriques, académiques, pour ensuite passer à Julie qui va parler d'autopornographie, je crois. Donc, thème qui n'existe pas, qui existe avec moi. Qui existe avec toi. Ensuite, pour passer à Tom, qui va être plus autour de queer pédagogie. Bon, je suis bilingue aujourd'hui. Hein? Queer pédagogie. Donc, l'objectif pour mon 20 minutes, c'est de contextualiser, comme j'ai dit tout à l'heure, une pratique émergente, soit la pornographisation de soi ou l'autoporno, ou, comme on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs façons peut-être de nommer la chose. Pour terminer, on discute à la fin ensemble, mais bon, je pose des questions, entre autres, par exemple, quelle est la distinction entre le sexting, un autre phénomène émergent, donc comment c'est pas vraiment coupé au couteau quoi et quoi, donc on va le voir, donc je vais présenter les phénomènes apparentés. Discuter également le savoir actuel sur les éléments distinctifs de cette pratique et les fonctions identifiées. Donc, de ce qu'on a recensé, par exemple, il y a seulement 2 articles empiriques qui ont travaillé sur le sujet de DIY, autoporn, néoporn, on verra tout à l'heure comment se démêler dans tout ça. Donc, il y a très peu de données sur le phénomène. Donc, mais quelles sont les fonctions identifiées à travers les études. Donc, je place la table tranquillement avec des éléments de définition, entre autres Web 2.0, pour passer à Porn 2.0. Certains parlent de néoporn également. Je vais introduire la notion de prosuming. Ensuite, de contenu généré par les utilisateurs, donc le UGC. D'autres phénomènes apparentés, hein, des éléments de définition qui peuvent être proches l'un et l'autre. Hein. On peut parler de pornographie amateur, on peut parler de realcore, on peut parler ça peut être lié également au mouvement do-it-yourself, le DIY. Également, j'ai lu un article récemment qui parle de micro-porn. Donc, c'était la première fois que je lisais sur la chose. Je ne l'ai pas inclus nécessairement parce que ce n'est pas un article sur le micro-porn. On parle dans l'article un peu de ce nouveau terme. Est-ce que Julie, Tom, le micro-porn, ça vous dit quelque chose? Non. Ça va à moi de le dire. C'est à moi de le dire. Moi, j'en parlerai pas. Je vais parler de ce qui est là, mais le micro-porn, bon, ça peut être un phénomène apparenté également. Pour ensuite passer au contenu sexuellement explicite généré par les utilisateurs, donc qui serait le SEUGC. Donc, qu'est-ce qu'on en dit? Et les fonctions identifiées. Donc, on verra qu'il y a des fonctions un peu plus politiques, sociales et individuelles au SEUGC. Wow! Donc, j'invente rien ici en parlant du Web 2.0. Hein, on observe des changements dans l'espace Web. Entre autres, avec le développement des nouvelles technologies qui offrent plus de possibilités aux utilisateurs via téléphone intelligent, les tablettes, etc. Donc, possibilité de publier, soit photos, vidéos, messages, etc., de commenter, d'interagir, de promouvoir, de recevoir, et plus encore. On parle de participation active des utilisateurs également dans l'espace Web 2.0. Participation active versus une posture un peu plus passive de réception d'un produit pensé, créé, promu par des professionnels. Donc, on pense entre autres à la plateforme YouTube. Donc, il y a toute une modification dans l'approche commerciale. Donc, on parle d'une approche... on s'éloigne d'une approche one-to-many, donc une seule et même industrie, un peu plus mainstream, un peu plus commerciale, qui décide d'un produit qui sera utilisé par plusieurs personnes. On parle de plus en plus dans le langage Web 2.0 et dans le Porn 2.0 également, de many-to-many. Donc, plusieurs petits producteurs qui produisent pour un auditoire vaste et varié. Donc, Web 2.0, maintenant Porn 2.0, où certains auteurs parlent de néo-porn. C'est un thème introduit, j'espère ne pas me tromper, en 2007 par Mola Bocuse, donc en référence au Web 2.0, pardon. On parle de sites pornographiques de 2e génération, permettant aux utilisateurs de partager du contenu et d'être en interaction également. Donc, via commentaires, publications, partage, notation également. Donc, qu'est-ce qui la distingue, cette 2e génération? Donc, le contenu à caractère sexuel peut être créé et échangé dans l'immédiat. Et distinction également de plus en plus floue entre les producteurs et les consommateurs. Donc, on parle d'un contenu généré par le contenu généré par les utilisateurs occupe une place de plus en plus importante.
Donc, je n'apprends rien lorsqu'on parle de multiplication, évidemment, des plateformes de partage de contenu pornographique, entre autres YouPorn, RedTube, Pornhub. Donc, il y a vraiment une implication active des consommateurs ou des usagers dans la création et la diffusion du matériel. Donc, certains auteurs parlent de pornographie participative également. Et d'autres vont nommer le phénomène comme étant du néoporn. Donc, tout ça est un peu lié. Vous allez voir que tous les éléments, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas coupé au couteau, c'est tout interrelié. Donc, quoi et quoi nécessairement. Donc, si j'avais à faire une recherche sur le sujet, on pourra en discuter dans la dernière demi-heure. Comment se démêler dans ce vocable. Donc, certains auteurs parlent de prosuming également, donc, où la frontière est de plus en plus floue, poreuse également entre les producteurs et les consommateurs de contenu. Donc, néologisme, le terme pour prosuming, un néologisme introduit dans les années 80 par Toffler, qui avait, c'était quoi son ouvrage déjà? The Third Wave, dans les années 80. Donc, prosuming, combinaison des termes production et consumption, qui est un contenu ou un matériel produit par des consommateurs. Encore une fois, c'est très proche des éléments de définition que j'ai présentés tout à l'heure. D'autres auteurs vont parler de contenu généré par les utilisateurs, donc du UGC, donc un contenu qui est produit, diffusé par les consommateurs, donc User Generated Content, UGC, par exemple les blogs, via blogs, réseaux sociaux, podcasts, qui est, entre guillemets, dénué d'objectifs financiers dans une logique, certains disent, de gift economy, quoique certains auteurs disent que ça peut éventuellement être payant de mettre en ligne un contenu qui a une grande popularité, quelque chose qui devient viral. Donc, contenu généré par les utilisateurs, si on le met en application avec la pornographie ou matériel sexuellement explicite, donc on parlerait de Sexually Explicit User-Generated Content. Donc, élément de définition, vidéo, photo ou messages non professionnels, donc créés par des individus, qui prévoient s'engager dans des activités sexuellement explicites, qui en sollicitent ou sont actuellement engagés dans des activités sexuellement explicites. C'est joli. Mais si on prend le sexting, non, on en parlera à la fin. Donc, est-ce que c'est du sexting? Est-ce que le sexting peut faire partie d'un contenu généré par les utilisateurs? Si la réponse est non, comment est-ce qu'on distingue? Donc, et ça revient au prosuming où la ligne est de plus en plus floue entre producteurs et consommateurs. Donc, UGC, SEUGC. Donc, dans le SEUGC, donc les UGC performers partagent une sous-culture et sont liés en quelque sorte par un aspect un peu de communauté selon Atwood. Donc, plusieurs phénomènes concomitants permettent de contextualiser de manière sociologique la popularité croissante du contenu, pour du contenu pornographique par et pour les consommateurs. Entre autres, ce que les auteurs mentionnent, un intérêt grandissant pour la vraie vie des gens ordinaires, via tout ce qui est la télé-réalité, etc., dans les dernières années, et le mouvement également DIY, Do It Yourself, des éléments qui nous permettent de contextualiser la popularité. Autre thème introduit, la porno amateur, donc on observe un accroissement de l'intérêt et de la demande également pour la pornographie amateur. Par exemple, via popularité grandissante sur les sites pornographiques, des téléchargements, des sextapes de célébrités, qui est du matériel sexuellement explicite mettant en scène des individus hors de l'industrie pornographique, donc hors du mainstream ou du plus commercial. Pornographie amateur, donc perçue comme étant plus éthique dans ses modes de production, de contenu et plus authentique également que la porno dite mainstream. Donc, mais certains auteurs mettent un bémol avec l'usage du terme pornographie amateur, justement. Quelle est la distinction entre vraie pornographie amateur ou, justement, la réappropriation dans une catégorie reprise par des professionnels pour des considérations commerciales? Donc, dans certains sites, si on clique porno amateur, comment sait-on effectivement, et de manière sûre et certaine, que c'est de la vraie porno amateur ou c'est pas une porno produite via mainstream sous la coupole de porno amateur? Le Realcore, maintenant, en référence au softcore et hardcore, donc, qui est un néologisme introduit en 2006, donc pornographie qui dépeint la réalité de la scène amateur et les vrais désirs des participants. Donc, le désir de voir un contenu dans lequel les individus participent, parce qu'ils veulent être vus. Donc, they're filming it because you're part of the game as well. You're the audience. They get horny because someone is getting horny over them. Donc, la notion de satisfaction, on le verra tout à l'heure, donc comme fonction individuelle de
produire un SEUGC. Voilà, j'ai bien dit. La notion de plaisir est importante également. Donc, pour celui qui produit également qui produit le produit. Ça se dit pas très bien, hein? Mais vous me suivez. Le DIY maintenant, donc certains auteurs vont parler de DIY porn, donc do-it-yourself pornography, donc de faire soi-même, donc entre autres avec Pinterest, donc des catalogues d'idées, de marches à suivre pour des productions de tout genre, non commercialisées telles que présentées. Donc, quelles sont les motivations associées au DIY? Donc, qu'est-ce qui est recensé, qu'est-ce qui est connu? Donc, par exemple, les gens vont faire un peu un scanning de l'offre pour se rendre compte que l'offre est limitée. Donc, ils vont décider de produire eux-mêmes quelque chose, de le faire soi-même parce que l'offre n'est pas là. La disponibilité ou la non-disponibilité également de certains contenus ou de produits recherchés. Ça n'existe pas, ben, je vais le faire moi-même. L'évaluation également négative de l'offre actuelle. Donc, ce qui est présent, c'est présent, mais les représentations sont assez homogènes ou quoi que ce soit. Donc, ce que je souhaite voir, c'est pas là, je vais le faire moi-même. Donc, c'est toute la logique du DIY. Donc, quand on parle de pornographie DIY, donc les consommateurs développent, produisent, partagent et font la promotion de matériel pornographique, les mettant eux-mêmes en scène. Est-ce que j'en arrive à vous mêler? Chaque fois que j'introduis, non? Non? OK. Tous ces phénomènes sont assez bien, le contour est assez bien façonné pour différencier. J'ai la misère un peu à m'y retrouver dans tout ça, donc est-ce que... Oui, mais là je me devance, on en parlera à la fin. D'accord? Je poursuis, donc DIY. En ce qui concerne le SEUGC, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on sait? Donc, les études, peu d'études qui existent parlent d'elles comme étant plus authentiques, comme présentant une plus grande diversité de corps également, de désirs et de pratiques sexuelles. SEUGC également comme un nouvel espace de visibilité, de validation des sexualités et du droit au plaisir pour des groupes qui sortent des normes dominantes, qui sont plus ou moins représentés un peu plus dans la porno plus commerciale, plus mainstream. Donc, ils vont produire du matériel qui leur parle plus et qui peut les valider. Forme d'empowerment également pour les groupes qui sont sous-représentés dans l'offre pornographique dite plus mainstream. Donc, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure des fameuses fonctions. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi on parle de tous ces phénomènes en émergence? Donc, il y a des fonctions qui ont été identifiées ou documentées, entre autres la fonction politique, donc la fonction de repousser les limites imposées par la société, donc de discuter ou de critiquer, de transgresser tout ce qui est dit, entre guillemets, normal versus marginal. Donc, repousser les limites des rôles de genre également, de tout ce qui était dicté par la religion, etc. Fonction sociale également, d'échanger avec des gens qui partagent des intérêts, des pratiques en commun. Forme de participation citoyenne également, une communauté, le sentiment de faire partie d'une communauté. Et une fonction plus individuelle, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, de satisfaction personnelle également, d'avoir du plaisir à produire et d'avoir du plaisir de savoir que quelqu'un regarde ce qu'on produit. Donc, plaisir retiré dans l'action, de se mettre en scène et de le partager. Donc, ce sera un peu ce que j'avais à présenter en ce qui concerne le vocable, les contours d'émergence et qu'est-ce qui peut expliquer justement que le phénomène est de plus en plus populaire. Donc, piste ultérieure, c'est un peu pour nous tout à l'heure à discuter. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est un sujet où on connaît peu, il y a peu de données. Donc, avec plusieurs concepts apparentés. Donc, si j'avais à faire une recherche sur le sujet, comment je prends ça, sur quelle ficelle je dois tirer. Donc, entre autres, l'importance de bien délimiter le champ, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi la distinction claire et précise entre tous ces phénomènes apparentés et le sexting, par exemple. Donc, les études sur le sexting, il y en a plusieurs, qui vont surtout documenter que c'est une pratique plus prévalente chez les couples ou des gens qui sont en relation. Donc, pour resserrer un lien, pour s'exciter entre eux. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'envoyer une photo de soi nu ou sexuellement parlant, de prendre une photo de ses organes génitaux ou de l'envoyer à un partenaire, est-ce que c'est du DIY porn? Est-ce que c'est de la pornographisation de soi? Est-ce que c'est de l'auto-porn? Est-ce que le sexting est de l'auto-porn? Donc, c'est assez... j'ai pas réponse nécessairement. Mais voilà, donc si... pour prendre une définition assez générique de pornographie de Cyril McNair, qui nous dit que c'est un contenu spécifique avec une intention spécifique de produire un effet spécifique. Peut-être que pour mieux situer le phénomène en émergence, il faudrait peut-être spécifier
un effet spécifique chez qui? Donc, est-ce que le sexting peut être considéré comme étant de l'autoporn, que ce soit si c'est envoyé à quelqu'un, à un individu très précis, versus dans le DIY porn ou autoporn, etc., on parle plus de le mettre publiquement quelque part et tout le monde y a accès. Donc, c'est peut-être là la distinction à faire.